Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des processus en lecture. Donc, je vais vous expliquer en fait cette grande feuille-là résumée. Puis, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais c'est des termes quand même qui sont nouveaux pour moi, avec lesquels je travaille dans le quotidien de mon stage. Donc, moi, je vais parler des processus en lecture, plus spécifiquement parce que c'est avec ceux-là que je travaille le plus dans mon stage, vu que je fais pas vraiment d'écriture ni de mathématiques. Les processus en lecture, en fait, il y a les processus spécifiques, puis il y a les processus non spécifiques, qui sont tous ici. Là, moi, la première fois que j'ai entendu ça, je savais pas du tout c'était quoi la différence entre les deux, puis je savais pas non plus c'était quoi qu'on travaillait dans les processus spécifiques puis les non spécifiques. Donc, dans les processus spécifiques, qui est ici, un processus spécifique, en fait, c'est quelque chose, on va travailler les choses de base. Donc, vraiment le décodage de la lecture, connaître les sons, connaître les lettres, connaître les mots. Donc, c'est vraiment la base en lecture. Donc, c'est la première étape, évidemment, qu'on va travailler avec les élèves pour revenir en arrière. Ensuite, les processus non spécifiques, c'est plus la compréhension en lecture. Donc, les stratégies de lecture, comment on arrive à comprendre le texte, comment on arrive à identifier les mots de référent, donc, quelle stratégie on utilise pour comprendre. Dans les processus spécifiques, il y a la conscience phonologique. La conscience phonologique, on l'a vu beaucoup à l'université, donc on sait c'est quoi, vous savez c'est quoi en fait. Mais je vais vous le répéter au cas où. Donc, dans les processus spécifiques, on va travailler en premier la conscience phonologique. La conscience phonologique, c'est le terme générique en fait qui est utilisé pour référer à la conscience des différentes unités sonores dans la langue. Donc, par exemple, les syllabes, les attaques, les rimes, les phonèmes, donc les sons, en fait. Ensuite, on va travailler le traitement logographique. Le traitement logographique, c'est en fait, ça correspond à une reconnaissance instantanée du mot. Donc, c'est vraiment, on va montrer le mot à l'élève, puis il ne va pas venir décoder les lettres. Il va plutôt reconnaître le mot dans son ensemble à cause de sa forme. Donc, ici, on ne va pas être, comme j'ai dit, dans le décodage. Le décodage, ça va plutôt être quand on travaille le traitement alphabétique. Donc, le traitement alphabétique, c'est ici que ça permet à l'élève de décoder les mots en utilisant les correspondances graphème-phonème. Donc, c'est dans ce traitement-là qu'on va utiliser dans le début des apprentissages. Donc, en première année, deuxième année, pour apprendre à lire, c'est le traitement alphabétique. C'est pour ça, en fait, que là, ça peut paraître comme une hiérarchisation un peu, mais mon orthopédagogue m'a expliqué qu'on pouvait inverser le traitement alphabétique, le traitement logographique, puisque le traitement logographique, c'est comme une nouvelle entrée, une autre entrée à la lecture pour les élèves pour qui le traitement alphabétique, c'est difficile. Donc, les élèves qui lisent très lentement, que leur lecture n'est pas fluide, en fait, on va les venir travailler la reconnaissance du mot dans sa globalité. Mais pour les autres, en fait, qui lisent très bien, ou pas très bien, mais qui lisent pas trop lentement, puis qui sont capables de décoder, on va quand même essayer de travailler le traitement alphabétique. Ensuite, il y a le traitement orthographique. Le traitement orthographique, ça réorganise l'ensemble des connaissances liées aux correspondances graphème-phonème en les classant puis en les catégorisant en fait selon leur fréquence, leur complexité, leur régularité. Donc, quand on travaille le traitement orthographique, on va venir parler des mots réguliers, des mots irréguliers. On va venir parler des régularités orthographiques. Donc, par exemple, les mots irréguliers, on a femme, on a monsieur, on a les structures pas irrégulières, mais les régularités orthographiques, donc le M devant le B, dans chambre, par exemple. Donc, quand on travaille les régularités, puis tout ça, ça va être dans les traitements orthographiques. Ensuite, si on passe au processus non spécifique. Donc, pour les processus non spécifiques, il y a plusieurs colonnes, comme vous pouvez voir, mais c'est très rare qu'on va se rendre dans les deux dernières ici. Vous allez voir pourquoi. En fait, au début, on va travailler les microprocessus. Les microprocessus, ça aide à saisir l'information contenue dans une phrase. Donc, la lecture par groupe de mots, la microsélection. Donc, c'est ici qu'on va venir un peu trouver une stratégie pour regrouper les mots. Ensuite, quand on parle des processus d'intégration, le processus d'intégration, en fait, c'est comprendre les indices explicites qui vont marquer une relation entre les mots puis entre les phrases. Donc, par exemple, il y a les référents, les connecteurs, les inférences. Donc, quand on travaille ces trois choses-là, on va être dans les processus non spécifiques puis processus d'intégration.
Ensuite, quand on parle de macroprocessus, quand on travaille les macroprocessus, ça vise la compréhension du texte dans son entier. Donc, c'est vraiment la cohérence du texte, son idée principale. Donc, trouver l'idée d'un paragraphe, trouver l'idée du texte. Être capable de le résumer. Être capable de savoir comment il est structuré, donc faire un schéma du texte. Donc, ça, c'est les macroprocessus. Ensuite, pour les processus d'élaboration, j'ai dit en fait qu'on ne travaillait pas vraiment ça en orthopédagogie parce qu'en fait, c'est rare qu'on se rend à ce niveau-là, si je peux dire. Parce que le processus d'élaboration, ça aide l'élève à aller plus loin, mais c'est pas indispensable à la compréhension. Donc, c'est par exemple à faire des prédictions, des évocations mentales, des réactions émotives, un raisonnement. Donc, c'est rare en fait que nos élèves se rendent à faire des prédictions ou de l'évocation mentale ou même d'avoir des émotions sur un texte parce qu'il va falloir commencer par essayer de le comprendre avant de ressentir quelque chose. Ensuite, la dernière chose à travailler dans les processus, c'est le processus métacognitif. Les processus métacognitifs, c'est la vision que l'élève de ses capacités de lecteur. Donc, est-ce qu'il se trouve bon, est-ce qu'il se trouve pas bon, est-ce qu'il est capable de dire qu'est-ce qui est difficile pour lui, est-ce qu'il est capable ici d'identifier quand il ne comprend plus, de s'arrêter puis de relire. Donc, ça, c'est vraiment ici. Ça, dans le fond, c'est une feuille qui résume tous les processus. Puis là, je vais maintenant vous parler dans quel ordre on va travailler tout ça. Donc, maintenant qu'on a vu les différents processus, je vais maintenant vous montrer, dans le fond, dans quel ordre on travaille les processus et pourquoi. Dans le fond, je dis un ordre parce que c'est un peu sur cette feuille-là, donc le cadre orthopédagogique, si je peux dire, qu'on va se baser puis qu'on va se fier pour donner notre nombre d'heures, si je peux dire. Donc, on va classer les élèves selon est-ce qu'ils sont dans les processus spécifiques en lecture, dans les processus non spécifiques, dans l'arithmétique, est-ce qu'ils sont où ils se situent. Puis ensuite, on va descendre comme ça quand on fait l'horaire. Puis on va prioriser évidemment ceux qui sont dans le niveau 3 du RAI, des processus spécifiques en lecture, parce que ça, c'est la base, vraiment. Donc, on va commencer comme ça. Puis c'est rare qu'on va se rendre dans le niveau 2. À partir d'ici, arithmétique, processus spécifique en écriture, processus non spécifique en écriture, c'est vraiment rare qu'on va s'y rendre parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont dans le niveau 3, puis dans le début du niveau 2. Donc, c'est de cette manière-là qu'on va classer les élèves, puis en quelque sorte faire l'horaire pour les élèves en orthopédagogie. Là, j'ai parlé des processus, mais comment on identifie en fait si l'élève est doit travailler les processus spécifiques ou les non spécifiques? En fait, on va leur faire passer un test de lecture. Donc, on va leur faire lire une histoire, puis on va calculer en fait le temps que ça leur prend pour lire, par exemple, 500 mots, puis combien d'erreurs ils font dans ces 500 mots-là. Donc, avec ça, on va pouvoir évaluer leur fluidité et la précision de leur lecture. Il y a un barème. Donc, les élèves, par exemple, en deuxième année, au mois de novembre, doivent lire environ 55 mots par minute. La majorité des élèves, en fait, que je vois dans mon stage, sont ici, les processus spécifiques en lecture, donc encore à la conscience phonologique, le traitement alphabétique, le traitement orthographique, etc., parce qu'ils sont à 15 mots par minute lorsqu'ils lisent. Donc, c'est très long pour eux lire, puis ils font beaucoup d'erreurs. Donc, ça veut dire qu'il y a des erreurs encore dans le décodage. Si, par exemple, on voit des élèves qui suivent très bien, qui lisent très bien, qui ont peu d'erreurs, mais qu'à la fin, quand on leur demande « Qu'est-ce que tu as compris de l'histoire? » ou « Est-ce que tu peux me résumer l'histoire? » S'ils ne sont pas capables de le faire, alors on va venir travailler avec eux les processus non spécifiques en lecture. Donc ici, ça va être les stratégies de compréhension de lecture. Enfin, je vais vous présenter un petit schéma que mon orthopédagogue, en fait, m'a donné parce que je trouve que ça schématise vraiment bien les besoins des élèves. Donc, comment on évalue les besoins des élèves. Donc, ils ont pris le schéma d'une maison pour le faire. Puis, c'est vraiment, en fait, on part de la fondation, puis on monte comme ça pour les interventions. Ce que ça explique ici, c'est ici la fondation. Donc, par exemple, la conscience phonologique, le décodage. Donc, tout ce qui est les processus spécifiques, s'ils ne sont pas acquis ou s'il y a encore des failles, mais ça va faire des failles jusqu'en haut. Donc, si je tourne la feuille comme ça ici, on le voit. Donc, en premier, c'est la conscience phonologique. Donc, c'est les processus spécifiques, conscience phonologique. Donc, décodage, les sons, les rimes, etc. Ensuite, on va travailler le traitement logographique. Mais c'est très important que l'enfant ait bien acquis toutes les notions dans la conscience phonologique avant de passer
à la prochaine étape parce que sinon, les failles vont continuer à monter. Donc, on voit la conscience phonologique. Ensuite, traitement logographique et traitement alphabétique, que j'ai dit en fait qu'il n'y a pas vraiment d'ordre entre ces deux-là. En classe, ils vont souvent voir le traitement alphabétique, puis en orthopédagogie, s'ils ont de la difficulté avec ce traitement-là, on va plutôt voir la reconnaissance des mots dans sa globalité. Ensuite, il y a le traitement orthographique. Puis finalement, il y a les stratégies de dépannage. Donc ça, c'est les processus non spécifiques. Mais c'est vraiment à la fin. Tout ça doit être vu avant d'arriver aux stratégies. Puis ensuite, ça montre que quand l'élève a fait tout ça, il va avoir accès au sens dans sa lecture. Donc je trouve que c'est un schéma qui explique très bien puis qui visualise vraiment bien les besoins des élèves puis dans quel ordre on doit les faire.